C'est-à-dire, notez vos questions et vous allez poser des questions à la fin, s'il nous reste encore du temps, et vous allez poser à tous les auteurs de votre choix. De rencontrer beaucoup de Congolais dans différents pays. J'étais surpris quand j'étais allé en Amérique du Nord de constater qu'il y avait des Congolais dans l'armée américaine qui étaient venus me voir lorsque je faisais la conférence à Montréal. Et j'étais surpris des discussions que j'ai pu avoir avec ces Congolais. Et surtout, des gens qui avaient une conscience des intérêts de leur pays, de la volonté de défendre leur pays. J'ai rencontré des gens qui travaillent dans l'armée canadienne également, des officiers supérieurs très importants. Et je me suis rendu compte, au bout de plusieurs discussions avec ces gens, je me suis rendu compte que quand même beaucoup de partis politiques congolais ne faisaient pas leur travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la plupart des partis politiques congolais ont des représentants dans tous les pays, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et il se trouve que ces gens-là ne se sentent pas concernés par beaucoup de partis politiques congolais. Ce qui rejoint la question que quelqu'un a posée sur le leadership. Parce que quand vous avez un leadership chancelant, vous pouvez avoir d'excellentes idées, mais vous aurez du mal à les structurer. Et surtout, à les faire porter par les populations. Parce que les populations attendent nécessairement d'avoir un leadership derrière lequel ils se mettent. C'est comme ça dans tous les pays, même dans nos propres familles. On ne va jamais vers un père de famille qui est défaillant, chancelant, etc. Enfin, on va aussi parfois derrière une mère qui tient la maison parce que le père est défaillant. Donc, il ne faut pas croire que simplement parce qu'on est père, alors c'est suffisant pour que les gens soient derrière vous. Donc, dans la situation que vit le Congo depuis de très nombreuses années, il y a eu plusieurs périodes difficiles pour le Congo. Il y a la période de la colonisation qui a été évoquée, et il y a eu la période mobutiste qui a été une période difficile, et puis il y a eu la période de l'espoir qui est arrivée avec Laurent Désiré Kabila et qui s'est effacée immédiatement. Donc les Congolais n'ont pas eu le temps de souffler de ces épisodes difficiles pour avoir l'invasion de 98 qui est encore venue traumatiser plus que les années précédentes encore. Bon, je ne parle pas, je ne sais même pas d'ailleurs si... J'ai toujours pensé que les dernières années, peut-être qu'on peut les comparer à la période coloniale, peut-être que c'est peut-être plus grave encore que la période coloniale, parce que ça c'est très proche de nous et on voit des choses que très peu de Congolais ont vues dans les massacres, dans les crimes de masse, etc. Donc, devant ce genre de situation, il y a la nécessité d'avoir un leadership. Et ce leadership, il ne peut pas être, il n'est pas obligé qu'il soit uniquement politique. Voilà. Il peut être un leadership organisé à travers la société civile si on se rend compte que le chemin des structures politiques est miné ou qu'il est désarticulé. Donc il faut le récréer. La nature, on dit généralement que les physiciens disent que la nature a horreur du vide. Donc dès lors où on laisse un vide quelque part, il faut l'occuper. Et les partis politiques, à mon avis, au Congo, font leur travail à Kinshasa en faisant comme si dans la diaspora, il n'y a pas grand monde ou il n'y a pas de gens très intéressants. Bon, ils sont peut-être en contact régulier et permanent avec les Congolais qui ne sont pas intéressants dans la diaspora, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des Congolais qui, eux, les regardent comme des gens qui ne sont pas intéressants. Parce qu'ils ont l'expertise des pays occidentaux, parce qu'ils ont la maîtrise de ce qui se passe dans les pays occidentaux, y compris dans les cabinets militaires, est très important. Et puis j'ai rencontré, par exemple, des gens qui travaillent au niveau du gouvernement fédéral au Canada. Ce sont des Congolais, des Congolaises. Mais très chevronnés dans les questions de politique internationale. Mais est-ce que ces gens-là intéressent les gens qui sont à Kinshasa, qui sont les représentants du peuple, je veux dire, je parle des sénateurs, des députés, etc. Donc, si vous voulez, il y a un morcellement, on parle de balkanisation du pays, mais il y a une balkanisation des esprits dans ce pays. Les gens, et puis, c'est pas à vous que je vais dire, ça a été un peu évoqué rapidement, la sensibilité des questions ethniques au Congo pose problème. Et c'est un atout très important pour les agents de balkanisation parce qu'ils savent sur quel levier appuyer, parce qu'ils savent que tel groupe ne s'entend pas avec tel groupe ne peut pas travailler avec tel, donc on peut travailler avec ceci pour pousser, etc. Donc, vraiment,
dans ces conditions, il est important que les Congolais réfléchissent sur la question du leadership. C'est très important. Il ne faut pas simplement qu'il soit politique, comme je l'ai dit, mais il peut se faire, parce qu'il y a des Congolais qui sont très talentueux et extrêmement intelligents. Et malheureusement, ces gens-là, ils restent comme beaucoup de gens intelligents parfois, et c'est aussi le tort des gens parfois qui sont intelligents, ils ne s'exposent pas, ils ne vont pas vers les gens parce qu'ils font leur évaluation et se disent, bon, ça ne vaut pas la peine. Donc quand ça ne vaut pas la peine, ils restent chez eux. Donc il faut que les associations qui travaillent dans la diaspora cherchent ces gens-là, essayent de les retrouver, de les identifier, de se déplacer, aller à Londres, voir des gens qui sont à Londres, voir comment ils travaillent, apprendre d'eux, venir ici, voir aussi ce qui se fait en Belgique. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à laisser. Et ce travail-là, il doit se faire. Et il doit se faire par, malheureusement, un certain nombre de gens. Mais ça ne peut pas se faire la petite semaine. Il faut qu'il y ait des gens qui se dédient un peu, qui se dévouent un peu pour le faire. Et qu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui acceptent de temps en temps de sacrifier une soirée musicale ou commémorative pour soutenir concrètement les gens qui sont sur le terrain et qui ont envie de faire avancer les choses. Donc, tout cela sont des questions simples, mais si elles se faisaient de façon concrète, vous savez, quand je travaillais sur le FPR, j'étais frappé d'une chose. C'est que les gens arrivaient à collecter des fonds dans la diaspora rwandaise pour acheter des armes et pour mener des actions politiques de propagande. Je ne suis pas sûr que les Congolais, quand je dis les Congolais, en Afrique centrale, les gens ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Quelqu'un, à la limite, va vous inviter à une soirée, il va acheter beaucoup de champagne, beaucoup de nourriture pour vous montrer qu'il a beaucoup d'argent et qu'il est capable de vous inviter si vous êtes 2000 personnes. Bon, c'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup chez les Congolais, les Camerounais, les Congolais de Brazza. D'ailleurs, c'est pour ça, pour répondre à la question de celui qui posait la question sur le Congo, il y a des titres qui sont incitatifs, d'autres qui sont informatifs. Celui-là, il est incitatif. Donc, c'est bien qu'il y ait une confusion, peut-être à la limite, entre Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Parce que j'ai l'impression que les gens du Congo-Brazza, ils n'ont pas l'impression que ce qui se passe à Kinshasa les concerne. Mais ça va les concerner très rapidement. Dans quelques années, on va se rendre compte que ça les concerne. Donc, et puis, ceux qui sont à Bangui, ils commencent peut-être à se poser des questions après ce qui a commencé à se passer chez eux. Donc, si vous voulez, on est dans une configuration où la balkanisation des esprits est beaucoup plus forte que vous ne l'imaginez. Et un autre point sur ce que j'entendais tout à l'heure, beaucoup de gens dire oui, on est le problème de complexe d'infériorité. Vous savez, ma petite expérience en Europe depuis quelques années, et Dieu seul sait que j'ai quand même rencontré soit des dirigeants politiques, des intellectuels, etc. Quand on est entre nous, quand les Africains sont entre eux, il n'y a aucun complexé. Il n'y en a pas. Personne n'est complexé par rapport à l'Occident. Mais dès qu'il y a 10 Occidentaux qui sont dans la salle, si en plus il y a quelques agents des services spéciaux, et s'il y a quelques députés, quelques ministres, les gens commencent à perdre le sens de l'analyse rigoureuse. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas qu'ils donnent l'impression que ils sont acculturés, ils vont parler français plus que des académiciens, etc. Donc, ce sont des manifestations, hélas, de complexes. Parce que quand vous voulez montrer que vous existez à quelqu'un que vous soupçonnez d'être différent de vous, si vous avez un complexe. Donc, je tiens simplement à souligner qu'il faut faire attention sur les histoires de complexes, pour une raison très simple. C'est que je n'aborde plus les questions africaines ou les questions de politique internationale de façon générale en me regardant comme africain. De toutes les façons, ça se voit, je suis africain. Je peux rien y faire. Même si je voulais me peindre, etc., ça se ferait toujours. Donc, ce n'est pas une question qui hante mon esprit. Ce qui est important, c'est les dossiers qui sont sur la table. Et dès que vous avez affaire à un dossier, vous traitez ce dossier, que vous soyez avec un Africain ou avec un Occidental, de la même façon que vous traitez tous les autres dossiers de même type. Donc à partir de ce moment-là, déjà, je crois que psychologiquement,
ce n'est pas que vous supprimez le problème de l'affrontement entre l'Occident et l'Afrique. Non, mais simplement, vous obligez votre interlocuteur ou vos interlocuteurs à discuter avec vous sur le même plan. Mais si vous commencez à vous particulariser du fait que vous êtes africain, vous avez déjà perdu la moitié de la bataille. Parce qu'ils vous regardent déjà comme quelqu'un d'inférieur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Donc, il faut qu'on arrive à écarter ce problème-là. Quand je dis l'écarter, c'est un faux problème, c'est un sous-problème. On vous a dominé en vous disant que vous êtes noir. Bon, puisqu'on n'avait pas d'autres arguments. Il fallait bien qu'on trouve des arguments pour vous dominer. On dit, ben, écoutez, c'est parce que vous êtes noir que vous êtes inférieur. Bon, si Cheikh Anta Diop a réglé ce problème en disant, écoutez, arrêtez de nous parler des histoires de couleurs, de machin, etc. Si vous avez envie qu'on parle même de ces histoires de couleurs, il y a la science pour pouvoir en parler. Et il a fait des démonstrations qui sont irréfutables par les meilleurs savants du monde. Le dossier est clos de ce point de vue-là. Je dis intellectuellement, il est clos. Donc, il nous reste la dimension psychologique. C'est quand on vous a dominé pendant très longtemps, et c'est Cheikh Anta Diop qui le disait encore, depuis que le noir a été habitué, a été écrasé, dominé, broyé, sous-estimé, affaibli, etc. Ben, il disait que les Africains d'aujourd'hui ressemblent à des esclaves du XVIIIe siècle. Le maître lui dit, maintenant vous êtes libre. Il sort sur le palier de la porte, il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit qu'il est face à l'inconnu, il rentre dans la maison parce que c'est là-bas qu'il se sent en sécurité. Donc, c'est pour vous dire que il ne faut pas, quand on analyse les questions géopolitiques ou les questions des rapports de force sur le plan international, il ne faut pas les regarder du point de vue africain ou du point de vue asiatique ou du point... Non, il faut les regarder comme des rapports de force de domination parce que vous avez dans le... Et ça a été dit d'ailleurs par beaucoup d'intervenants, dans le dispositif africain, ce n'est pas des infiltrés. Non, ce ne sont pas des gens qui sont infiltrés. Vous avez du comportement humain. Vous prenez ici, quand vous êtes en Belgique, vous avez vu le temps que la Belgique est restée paralysée pour avoir un gouvernement. Parce que les gens, il y avait des gens qui, si eux, ils ne sont pas au gouvernement, ils préfèrent qu'il n'y ait pas de gouvernement du tout. Bon, c'est la même mentalité qui habite beaucoup d'Africains. Si ce n'est pas eux, ils préfèrent que le pays soit balkanisé. Et ne vous inquiétez pas, ils ne le font pas par erreur. Ils en sont convaincus. Les gens qui sont allés travailler avec, bon, c'est lui qui est là, qu'on a dit qu'il n'était pas le fils de... Je suis d'accord, mais... Il y a des gens qui sont allés travailler avec lui, mais avec beaucoup de détermination et de conviction. Ils n'ont pas été corrompus, hein, nécessairement. Il y a beaucoup qui se sont levés, étant persuadés que leur avenir, à défaut de l'avenir de tous les Congolais, mais au moins leur avenir à eux et celui de leur famille, ils passaient par là. Et donc ils y vont. Donc vous n'allez pas les appeler infiltrés, ils sont consentants. Et je dirais même que ce sont des initiateurs de leur propre démarche. Donc, il faut tenir compte de ce comportement, et ces gens, ils existent dans toutes les sociétés du monde. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas... et c'est d'ailleurs la plus grande difficulté, parfois qu'on rencontre, c'est que vous allez parfois trouver des Occidentaux très rationnels. Et je pense qu'on en a connu beaucoup. Et vous en connaissez beaucoup parmi vous. Quand ils sont convaincus, vous ne pouvez plus venir leur dire le contraire quand ils sont convaincus que vous avez raison. S'ils sont convaincus que vous avez raison, ils vous suivent. Mais vous pouvez avoir des Congolais ou des Africains qui sont convaincus que vous avez raison, mais plus acharnés, plus déterminés à vous nuire qu'eux, c'est difficile d'en trouver. Et donc, malheureusement, ces gens-là existent. Donc, vous ne pouvez pas... considérer ces gens-là comme quantité négligeable parce qu'ils sont terriblement nuisibles. Ils sont encore beaucoup plus nuisibles dans l'organisation du leadership congolais que les Occidentaux. Vous pouvez trouver des Occidentaux de bonne foi qui vont soutenir un leadership congolais s'ils pensent que c'est important. Et si vous arrivez à les convaincre, à les persuader, ils vont vous suivre. Ils vont dépenser de leur argent pour vous donner. Mais vous allez trouver des Congolais, il faut que vous les suppliez, les Africains, il faut les supplier pour que vous fassiez quelque chose
pour leur bien. Et ça, c'est quelque chose de parfois très douloureux et très pénible. Je parle pour tous ceux qui organisent des manifestations, des rencontres comme celle-ci. Donc, juste pour dire que on est dans une situation qui est devenue très compliquée aujourd'hui en Afrique. À l'époque, il y avait juste les colonisateurs, les anciens colonisateurs, il y avait les Britanniques, il y avait les Français, et puis les Belges n'étaient pas nombreux. Maintenant, oui, c'est l'Europe qui tombe. Donc, maintenant, on a les Asiatiques, les anciens colonisateurs qui n'ont pas désarmé. Et puis, vous avez des nouveaux venus. Vous avez des Asiatiques, vous avez des pays du Golfe, etc. Tout le monde s'est donné rendez-vous au Congo. Tout le monde. Donc, les actions à entreprendre, le travail de réflexion à mener et la détermination à sauver le pays doit être multiplié par 1000. Si avant, on voulait le multiplier par 10 ou par 100, c'est petit. Parce que l'ampleur de la tâche a pris des proportions qui font qu'on ne peut plus rester à mener des actions étriquées. Donc, je pense très sincèrement qu'il ne faut pas sortir de cette salle en ayant une vision schématique de la gravité de la situation qui se produit. Il ne faut pas partir de cette salle en sous-estimant les capacités des Congolais ou des Africains à sortir des situations compliquées. Parce que il y a au moins une chose que les prêtres ont bien fait, c'est en apprenant que le Dieu existe et qu'il a créé l'homme à son image, etc. Beaucoup de gens ont appris quand même qu'il y a une chose que le bon Dieu a donnée à tous les êtres humains à égalité, c'est l'intelligence. L'intelligence, quelle que vous la trouvez, bon, c'est pas parce que les Africains ne sont pas truffés de prix Nobel qu'ils sont moins intelligents. Bon, c'est une institution, mais le talent, l'intelligence que vous pouvez trouver en Afrique, vous pouvez trouver cette intelligence n'importe où. Et donc, il y a beaucoup d'Africains qui sont intelligents, mais les Africains, ils ne croient pas. Leur problème, c'est ça. Ils ne croient pas assez à leur intelligence et à leur capacité à se défaire des situations difficiles. Et quand vous avez cette situation psychologique, même si on met... vous savez, il y a des Congolais qui étaient en train de me convaincre pendant des années, ici que Kagame était un grand stratège. Bon, je me suis donné beaucoup de peine pour travailler sur ce personnage. Mais il y a des gens qui restent convaincus qu'il est un grand stratège. Vous pouvez... Et ce n'est pas des gens... sans intelligence, c'est des professeurs d'université assez cultivés, ils ne sont pas des crétins, mais ils sont convaincus que Kagame est un très grand stratège. Bon, je ne sais pas ce qu'ils entendent par grand stratège, je n'ai pas cherché à comprendre, mais j'étais dubitatif en me disant, mais combien de stratèges il y a au Congo? De bons stratèges vous pouvez trouver chez les Congolais. Mais ça, dans la tête, c'est effacé, c'est comme si ça n'existait pas. Donc on est dans une situation où, s'il vous plaît, soyons attentifs à tout ce qui se passe, parce que la crise financière et la crise économique que vit l'Occident aujourd'hui fait qu'ils sont obligés de se déployer massivement et militairement en Afrique pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver. C'est pour ça que je dis que la tâche est lourde. À l'époque, quand j'ai publié le livre sur la Côte d'Ivoire, j'attirais l'attention des Africains de l'Ouest en leur disant « Faites attention, si vous participez à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, vous allez avoir de gros problèmes en Afrique de l'Ouest, puisque l'Afrique centrale est déjà en train d'expérimenter la déstabilisation du Rwanda et du Congo. » Mais ils ont pris ça pour de la... Bon, voilà, encore, il y en a qui m'insultaient en disant il se prend pour le nombril des intellectuels africains. Bon, moi, j'ai jamais eu cette attitude. Mais les mêmes amis que j'avais au Mali, qui me disaient que la Côte d'Ivoire, de toutes les façons, Gbagbo était un type insupportable, il fallait que le Nord soit pris en main par les rebelles pour être développé. Ah, sauf qu'aujourd'hui, les Maliens ont eu besoin, encore pire que les Congolais, ils ont eu besoin de l'intervention française pour sauver ce qu'il y avait encore à sauver dans le pays. Donc, cette façon un peu légère d'aborder des questions géopolitiques et des questions de relations internationales pose énormément de problèmes parce que toute l'Europe de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui en proie à l'instabilité,
comme c'est une zone qui est assez islamisée, donc les groupuscules islamistes ont profité de ce début de chaos pour s'implanter, et donc ils ne vont plus avoir simplement le problème de la gestion des États, ils vont avoir maintenant le problème de la lutte contre la balkanisation de la plupart des États de la sous-région, et en plus avec les minerais qui sont là-bas, qu'on découvre, que ce soit en Guinée, l'uranium du Niger qui intéresse tout le monde, etc. Enfin, ça va devenir quelque chose de terrible. Donc, le Congo a au moins de l'avance. Le Congo expérimente cette histoire depuis plusieurs années. Donc, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Il vous faut juste avoir confiance en vous et beaucoup de détermination. Merci Chaordana. Merci à tous. Je devais donner la parole à quelqu'un pour conclure parce que le thème était une question, mais on me fait signe que c'est très très difficile au niveau du temps. Ramsès Ramazen, excuse-moi. Donc merci à tous. Juste pour rebondir à ce que M. Onana vient de dire, quand on a organisé la présentation de son livre gratuitement, c'était archi comble. Mais quand on a juste annoncé que c'était 3,50 €, on a eu des réflexions de toutes sortes. Et vous remarquez aujourd'hui que la salle n'est pas archi comble, alors que la même personne est revenue avec d'autres auteurs. Vous avez compris que comme ça, on ne peut pas évoluer. Voilà, avec la gratuité à tout va, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas évoluer. Merci, M. Charles, pour avoir soulevé ce point-là, qui n'était pas facile, et beaucoup de gens nous ont fait cette réflexion. 3,50 €, ah, pourquoi ? On est parti de 5 € à 3,50 € pour essayer de... Mais vous avez compris. Et pourtant, de l'autre côté, c'était archi... On a dû refuser du monde, hein, vous vous souvenez? Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement, on ne sait pas comment on va changer. Merci à tous. Les auteurs sont là pour dédicacer leurs livres. Ils seront devant. Ceux qui les ont achetés, n'hésitez pas à faire dédicacer les livres. Il y a quelque chose à consommer. Je ne sais pas comment c'est... Rose, je te laisse gérer ça. Mais sinon, il y a quelque chose à mettre sous la dent. Encore une fois, merci et bon week-end.